La petite histoire du jeu de rôle, 9e émission. Aujourd'hui, on va parler de Advanced Dungeons and Dragons. Générique. La petite histoire du jeu de rôle, c'est moi, c'est Romain, c'est Matt, c'est Edouard. Et on va faire encore beaucoup plus d'émissions. Donc n'hésitez pas pour nous aider à partager, à liker les vidéos sur YouTube. Ça va nous aider, ça va nous permettre de continuer à en faire encore plus d'autres parce qu'on va faire quand même toute l'histoire du jeu de rôle. Bon, ouais, on va vous avouer, on va peut-être mettre à part certains jeux de rôle dont on a très peu parlé. Mais on est parti, Romain, pour faire des dizaines et des dizaines d'émissions. Au moins. Donc n'hésitez pas à nous aider. Abonnez-vous à la chaîne. Pour nous, c'est du bénévolat, mais on a besoin quand même d'avoir du suivi et on compte sur vous. Alors, 9e émission, la petite histoire du jeu de rôle, JDR Factory, Advanced Dungeons and Dragons. Alors, on a déjà parlé de Donjons et Dragons. Évidemment, vous le savez tous, Donjons et Dragons, pendant 45 ans, a évolué. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes à la 7e édition. Mais en 1977, il s'est passé certaines choses. Et c'était plus Dungeons and Dragons, ou comme on l'appelle aujourd'hui, Original Dungeons and Dragons. C'est devenu Advanced Dungeons and Dragons. Et nous avons eu droit à deux nouveaux livres, beaucoup plus touffus, d'un nouveau format. Surtout 3 livres très importants, le Player Handbook, le Dungeon Master Guide, le Monster Manual. Donc le livre du joueur, le guide du maître du donjon et le livre des monstres. Et même pour tout vous avouer, celui qui est sorti en premier, c'est quand même le livre des monstres. Le livre des monstres. Ouais. Et donc, allez, je vous fais un petit résumé, je suis obligé de regarder mes notes. Original Dungeons and Dragons, on peut dire que c'est de 74 à 76. Advanced Dungeons and Dragons, c'est de 77 à 88. Advanced Dungeons and Dragons 2, c'est 89 à 94 à peu près. Puis, il y a eu la 2.5 d'Advanced Dungeons and Dragons de 95 à 99. Et après, je ne vais pas en parler, à partir de 2000, il y a eu la 3e édition, puis la 3.5. La 4e qui a un peu tout chamboulé, puis la 5e aujourd'hui qui connaît un succès de fou. Et là, bon, on revient quand même, 77. Il y a quand même eu Basic D&D, plus destiné une sorte, peut-être la première boîte d'initiation destinée plutôt aux nouveaux joueurs, aux enfants même, disait-il. Et par contre, juste après, on commence à avoir des beaux et gros bouquins. Bon, là, il est un peu vieilli le mien, mais ça, et là, on rentre dans un autre format. Une autre ère, un autre format, une aventure parallèle entre Donjons et Dragons qui va continuer sa vie pendant 22 ans et qui va connaître donc toute une série de formats, le format par boîte colorée dont nous parlerons probablement dans une autre émission. Aujourd'hui, on vous présente les 3 livres de base parus dans un ordre qui peut surprendre. Puisque le premier en 1977, c'est le manuel des monstres. Le second, c'est heureusement le manuel du joueur. Et le troisième, le guide du maître. Et c'est le nom que porte ce jeu peut prêter à confusion ou réflexion. Advanced, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est plus évolué, que c'est pour un niveau intellectuel supérieur? Est-ce que ça veut dire que c'est plus compliqué? Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de développement de produits? Eh bien, j'ai envie de dire les 3 à la fois. C'est un peu le but. Gigax a voulu mettre de l'ordre. Donc, alors même si selon les standards, d'aujourd'hui, cela peut paraître encore un petit peu chaotique ou touffu, mais malgré tout, il a voulu mettre de l'ordre dans les règles de Donjons et Dragons. Ne nous y trompons pas, elles sont quasiment similaires. Quelles sont les différences majeures? Bon, alors déjà, le découpage en 3 livres comme ceci, plutôt qu'une boîte avec les 3 petits livrets que nous avions présentés dans notre vidéo sur Original Dungeons and Dragons. On a supprimé le système de combat, toute référence à Chainmail est définitivement abandonnée. Il y a beaucoup plus de clarification et même de développement des capacités de classe. On a toutes les classes qui avaient été ajoutées dans les magazines ou les extensions d'Original qui sont arrivées. Le bard, l'illusionniste, le ranger, le voleur, le paladin, l'assassin, le moine. Le druide qui sont intégrés directement dans cette édition. Le fighting man devient le fighter, que
le terme qui d'ailleurs est resté jusqu'à aujourd'hui. On a peut-être d'ailleurs, sans qu'il ait voulu le dire, les remerciements à Ken Saint-André sur la notion de séparation entre race et classe, parce que là, elle y est. Mais si vous avez suivi notre précédente émission sur Tunnels et Trolls, vous savez que ça venait de Tunnels et Trolls, cette différence, exactement, entre race et classe. On peut jouer donc ceci, et je dirais c'est à peu près tout. Le système pour attaquer au combat est toujours fondé sur des matrices d'attaque. Alors d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez entendu l'ordre de parution, c'est 77, 78, 79. C'est en 1979 qu'apparaissent les matrices. C'est-à-dire que les matrices pour attaquer, les précisions sur le combat, c'est dans le guide du maître en fait. C'est le maître qui gère le combat. D'ailleurs, une certaine complexité même qui commence à apparaître. Enfin, complexité. Connais-tu cet accessoire, Farid? Alors, le trésor. Il est un peu postérieur. Ah, attends, Romain. Il est un peu postérieur. Regarde, il y a un truc. Oui, tu veux le voir. Voilà. Hop, je sors et on a cette espèce de truc là, de matrice, la Fighting Wheel, qui t'indique que suivant l'arme, la classe, etc. Bon, ça n'a eu aucun succès. Hein. C'était la première qui marchait pour les fighters, les paladins, les rangers et les bardes. Ils en ont jamais fait une deuxième. C'est pour dire quand même qu'on était arrivé à un degré peut-être de complexification de ADD, peut-être, qui sait, sous l'influence justement de tous ces jeux dont nous avons déjà parlé, Chivalry and Sorcery, Tunnels et Trolls, qui ont apporté des innovations. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, il faut quand même apporter aux joueurs une certaine satisfaction dans le volume, la masse de règles. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que Advanced Dungeons and Dragons sort juste après Chivalry and Sorcery, dont on parle dans l'émission précédente, oui. Qui se veut quelque part presque aussi touffu, peut-être pas aussi bien fait, je sais pas. Bon, après chacun voit. Il y a à boire et à manger dans ADD. Il y a des parties des règles qui sont absolument incompréhensibles ou très mal, disons-le, présentées avec très peu de clarté. Les règles sur les psioniques, les règles d'illusion, les règles d'initiative, les règles du combat à main nue, qui sont aujourd'hui nous apparaissent, je le dis en toute objectivité, illisibles du point de vue de la clarté. Mais il y a par contre de superbes innovations dans d'autres parties des règles, le reste qui est beaucoup mieux présenté, beaucoup plus vaste aussi. Le Dungeon Master's Guide ayant inauguré quelque chose qui est, je dirais, la chasse gardée du maître de donjon, ce sont les objets magiques, les reliques, c'est là qu'apparaissent, même si elles existaient déjà, évidemment, dans des créations précédentes ou dans les parties que Gigax organisait, mais là, pour la première fois, on a accès à ces fameuses reliques, ces artefacts, et toute cette liste d'objets, la majorité... je te l'emprunte, Farid. La majorité du bouquin, d'ailleurs, du Dungeon Master Guide, est réservée à ces objets magiques. Il y en a des dizaines, et des objets restés célèbres. L'orgue mystique de Heward, l'Invulnerable Coat of Arms, la machine de Lum le Fou, la masse de Saint-Cuthbert, les orbes Orb of Dragonkinds, l'œil et la main de Vecna, la hutte de Baba Yaga, la hache des seigneurs nains. Enfin, c'est pour ça que le Dungeon Master Guide est peut-être, à chaque fois, même aujourd'hui, le bouquin parmi les trois qui est le plus épais, plus volumineux. Et de loin, il fait quasiment, en arrondissant un peu, l'équivalent du Monster et du Player réunis. Et donc, on a d'ailleurs une division beaucoup plus marquée, du coup, qu'avant, entre le rôle du maître et le rôle du joueur. C'est-à-dire, le joueur a son livre, le maître a son livre. Chacun a sa chasse gardée, chacun a son territoire. Donc, un petit peu la notion, on ne va pas dire de secret, mais disons favorisé peut-être, mais après ça dépend des pratiques de jeu et il est difficile pour nous de les connaître. Mais on peut imaginer que le maître de jeu pouvait se réserver la surprise d'un objet. Il y a des objets maudits d'ailleurs, qui, si les joueurs ne font pas attention, oh le bel anneau, et hop, il t'arrive des choses. Tu peux plus l'enlever et ça te donne des malus. Donc on a cette territorialisation du jeu avec la chasse gardée du maître de jeu et la chasse gardée du joueur, en quelque sorte. Alors, tout ça accompagne le succès que connaît Donjons et Dragons depuis 1974,
la sortie commerciale. D'ailleurs, fin des années 70, là on y est, hein, 77, 78, 79, TSR, la société qui édite Donjons et Dragons, est florissante, commence à gagner beaucoup d'argent. TSR s'installe dans des locaux assez conséquents, avec beaucoup d'espace. Il commence à avoir une flotte de dizaines de voitures commerciales, plusieurs employés, pas mal d'auteurs, des modules, des scénarios qui commencent à arriver à foison. On fera peut-être une émission sur les plus célèbres d'entre eux. Ah ben, complètement. Et accompagné, d'ailleurs, ce qui prouve le succès de Donjons et Dragons, et pratiquement à cette période, fin des années 70, début 80, c'est la diabolisation de Donjons et Dragons. Et bien sûr. On va pas parler de l'anecdote, mais ça, en tout cas, ça a permis de booster les ventes. Absolument. Ça a permis de booster les ventes et de continuer à sortir des livres. Oui, des livres, des accessoires. Par exemple, tu vois, je reviens. L'un des premiers écrans de jeu. Je t'interromps un peu. Un des premiers écrans de jeu, un des premiers, je crois, c'était Just Guild qui l'avait fait, qui publiait des produits pour Donjons et Dragons compatibles. Et je parlais de territorialité tout à l'heure. Regarde, l'écran de jeu, il y en a deux. Il y en a un pour le maître, c'est marqué dessus, et il y en a un pour le joueur avec des illustrations. Là, bon, c'est l'écran vintage. Donc, il y avait l'écran pour les joueurs, l'écran pour le maître de jeu. Et bien sûr, alors tu tiens dans les mains un des plus célèbres suppléments de l'histoire du jeu de rôle, à plusieurs titres. Célébrité à plusieurs titres. Deities and Demigods. Et on peut trouver là-dedans, alors ce qui est étonnant encore une fois... Du moins dans cette édition-là. On peut trouver le Panthéon quand même tiré du mythe de Cthulhu, donc de Lovecraft, de Elric, de Cycle des épées de Fritz Leiber, et pas que en plus. Et d'autres qu'on trouve repris d'autres univers. Absolument. Et c'est en fait la version, je dirais, augmentée d'un supplément pour Original D&D qui s'appelait Gods, Demigods and Heroes. Enfin, j'ai un petit trou de mémoire, c'était peut-être dans un autre ordre les mots, mais enfin c'était cela. D'ailleurs, ils avaient Robert Howard à l'époque. Il y avait l'univers de Conan, il n'y est pas dans celui-ci. Mais il n'avait pas à l'époque Cthulhu. Là, c'est l'univers de Lovecraft. Bon, il y a eu des petites questions de droit, des petits problèmes, ce qui fait qu'il y a une édition du Deities and Demigods qui est plus collector que les autres. C'est celle qui comporte justement le panthéon de Michael Moorcock et de Lovecraft, parce que il y a un autre éditeur dont nous parlerons prochainement, Chaosium, qui avait sorti l'Appel de Cthulhu et Stormbringer. Donc ça posait quelques petits problèmes, ce qui fait que ils ont été obligés, Gigax et TSR étaient obligés de supprimer ces références-là dans leur jeu. Mais c'est pas le seul supplément. Il y a eu le célèbre Unearthed Arcana. Tout à fait. Et avant ça, il y avait même le Monster Manual 2, dans lequel notre Frenchie, François Marcelin Froideval, a commis et a créé des monstres. Exactement. Quand il a laissé tomber Casus Belli, il est parti aux États-Unis. C'est une des premières participations officielles officielle d'un Français dans la création, dans l'histoire du jeu de rôle. Ça n'était pas en France, c'était dans une... Enfin, si, il y avait déjà eu du jeu de rôle en France, mais je veux dire la première participation à l'étranger dans la patrie de Donjons et Dragons. Oui, François Marcelin Froideval avait travaillé pour cette gamme. Et il a travaillé aussi d'ailleurs qui sort en 85, toujours dans cette gamme-là, sur l'Oriental Adventure. Et puis après, on va trouver le Dungeoneer's Survival Guide, puis le Wilderness Survival Guide. Exactement. Et ça, tous ces bouquins, on les a pas tous là, mais on vient de les citer. Bon, il y en a d'autres, il y a les modules aussi qui accompagnent tout cela. Tous ces bouquins ont fait le succès de Donjons et Dragons. Et c'est pas fini. Un des premiers âges d'or de Donjons et Dragons, parce qu'il y en a eu d'autres. Tu oublies le Film Folio aussi, qui est quand même un sacré manuel 1980. Oui, voilà, là on a un peu avancé dans le temps, mais pour en rester dans les années 70, effectivement, ADD, puisque maintenant on se sépare en quelque sorte de DD, ne pas oublier donc que les deux gammes évoluent parallèlement pendant 22 ans. Il y a 22 ans de ADD et 22 ans de DD qu'on appelle parfois BECMI, c'est Basic, Expert, Compagnon, Master, Immortal. Bon, on y reviendra sans doute. Avec leur propre univers. L'univers de Donjons et Dragons, ça va être Mystara, sous influence de Arneson, tout cela. Et puis, l'univers de ADD, puisque très peu de temps après, il va y avoir la sortie de Greyhawk. Qui est l'univers de Gigax. Donc, deux routes. Il y a le Donjons et Dragons a une double histoire parallèle. Et là, on a évoqué celle que Gigax lui a fait prendre.
de son côté avec cette proposition d'une réorganisation sous forme de livres et non plus de boîtes. D'ailleurs, c'est Chivalry and Sorcery qui avait inauguré la méthode du livre et pour un jeu de rôle. Et donc, Gygax propose sa propre version de la modernisation du jeu de rôle et du développement de ce qu'on appelle aujourd'hui une gamme avec des suppléments. Même s'il y en avait eu pour Original, là, ça devient vraiment un système, comme tu le dis, avec la très grande expansion que connaît l'entreprise TSR. Et voilà, donc Advanced Dungeons and Dragons, AD&D, ça a marqué beaucoup, une importante génération de rôlistes, aussi bien aux États-Unis qu'en France, en Europe et dans d'autres pays. Il fallait en parler. C'est accompagné, comme on disait, de plusieurs modules. Et un héritage jusqu'à DD5, ne serait-ce que des alignements, par exemple. Bien sûr, évidemment. Parce que le fameux alignement avec le bon et le mauvais, en plus du loyal et du chaotique, ça date d'ADD. C'était la nouveauté. Donc, il y a des choses dans ADD qui se sont transmises de ADD à ADD 3.0, le fameux système des 20, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la première partie de cette cam va précéder le départ de Gary Gygax à Hollywood. Mais ceci est une autre histoire. Nous vous remercions. Merci Romain. Merci à tous. Merci Matt. Merci Edouard. N'hésitez pas à partager et à liker, s'il vous plaît. Et à vous abonner. Et puis on vous dit à une prochaine émission, pour la 10e déjà. À bientôt. Ciao.